Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 23 février 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux relations égypto-libyennes. Et à ce propos, on va commencer par un premier reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu le chef du nouveau gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, en présence du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et du chef du service de renseignement, M. Abbas Kamel. Le Premier ministre libyen a exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts sincères de l'Égypte pour résoudre la crise libyenne, ce qui a abouti à la convergence des vues entre les Libyens et la fin de l'état de division. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le chef du nouveau gouvernement libyen, M. Abdelhamid Dbeibah, en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et du chef du service de renseignement Abbas Kamel. Le Premier ministre libyen a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, exprimant l'appréciation et la fierté de son pays pour les efforts sincères et efficaces de l'Égypte dans diverses voies pour résoudre la crise libyenne au cours de la période écoulée, ce qui a abouti à la convergence de vues entre les Libyens et la fin de l'état de division, ainsi que le soutien de l'Égypte aux institutions libyennes dans la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes. M. Dbeibah a également affirmé que le gouvernement et le peuple libyen étaient impatients d'établir un partenariat global avec l'Égypte dans le but de reproduire des exemples réussis de son expérience de développement inspirante acquise au cours des dernières années sous la direction et la vision du président Abdel Fattah el-Sisi, notamment en ce qui concerne le ralentissement de la sécurité et de la stabilité et le lancement du processus de développement et de réforme. Le président el-Sisi a félicité M. Dbeibah et le gouvernement libyen d'avoir obtenu la confiance des membres du Forum pour le dialogue politique représentant du peuple libyen, ce qui est un début prometteur d'une nouvelle phase au cours de laquelle toutes les institutions de l'État libyen travaillent en harmonie pour l'intérêt national qui est au-dessus de toute considération. Le président el-Sisi a également souligné la volonté de l'Égypte de continuer à soutenir le peuple libyen pour achever les mécanismes de gestion de son pays et installer les bases de la paix et de la stabilité, préserver ses capacités et activer sa volonté. El-Sisi a ajouté que l'étape actuelle oblige la Libye à mobiliser tous les efforts pour arranger de priorités d'action dans divers domaines, à commencer par la restauration de la sécurité, passant par la stabilisation des piliers de l'État, puis se terminant par le lancement de projets de services et de développement qui ont un impact direct sur le peuple libyen frère. Le président a affirmé que l'Égypte est pleinement prête à apporter toute son expertise et son expérience au service des frères libyens d'une manière qui contribue à mettre la Libye sur la bonne voie et prépare le pays à se lancer vers les perspectives de construction, de développement et de stabilité. Et nous revoilà de retour. Et pour parler de ce sujet, nous avons en ligne Dr Jihen Guedou, experte en relations internationales. Bonsoir, docteur. Docteur Jihen, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors, docteur Jihen, peut-on dire que la situation en Libye commence à se stabiliser? Je vous entends mal, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la situation en Libye commence à se stabiliser? Oui, oui, bien sûr. En fait, ça a commencé à stabiliser pour l'instant parce que normalement, il y avait des grands problèmes politiques aussi. Mais je pense que maintenant, la situation s'est un peu améliorée par rapport à avant. Mais je pense que oui, on peut dire ça. Pour le nouveau Premier ministre, en fait, voilà, et je pense que c'est, voilà, le Libye, il a pris un bon chemin pour avancer un petit peu. Quelles étaient les grandes lignes de l'entretien du Premier ministre libyen avec le président et, bien entendu, son homologue égyptien, Dr Mostafa Madbouli, et, bien entendu, le chef des services de renseignement égyptiens, M. Abbas Kamel?
Oui, mais bien sûr, c'est une très bonne étape pour l'Égypte et pour la Libye aussi. Parce que normalement, maintenant, les relations internationales d'Égypte, elle est vraiment très ouverte. En plus, la diplomatie égyptienne elle a fait un grand rôle par rapport à cette émission. Parce que normalement, je pense que cet entretien, en fait, c'était très important pour le débit. Normalement, l'Égypte est toujours réserve la paix et la sécurité pour les territoires égyptiens et en plus aussi les Libyes vont avancer un petit peu. Donc voilà, les Libyes et l'Égypte, je pense qu'ils font les deux maintenant, ils sont d'accord par rapport à beaucoup de choses. Beaucoup des points vraiment les organisés à l'avance, mais maintenant il est bien établi. Je pense que c'était très important pour l'avenir de Libye et aussi pour l'Égypte. Mais c'est par rapport à toutes les relations, soit le commerce, soit les sécurités, soit les travail pour les peuples égyptiens qui pourront travailler maintenant en Libye et le contraire aussi. Je pense que c'est une bonne étape. Pourquoi l'Égypte, à votre avis, accorde autant d'importance au dossier libyen? Pardon, vous pouvez répéter parce que je vous entends mal, s'il vous plaît. Pourquoi l'Égypte accorde autant d'importance au dossier libyen? Oui, normalement, l'Égypte, franchement, c'est un grand pays. Il faut toujours soutenir les frontières et soutenir aussi les Libyes qui au terre d'elle. Mais c'est normal, en fait, il y a des chemins communs, en fait, entre l'Égypte et les Libyes. Je pense que l'Égypte, c'est un grand pays dans le monde oriental. C'est pour ça, toujours, l'Égypte défend toutes les Libyes qui au terre d'elle, parce que normalement, c'est l'intérêt d'Égypte. On réserve les sécurités surtout pour les Égyptiens. Et en plus aussi, on peut faire avancer un petit peu le problème des autres tribus. Je pense que l'Égypte toujours elle joue ce rôle par rapport aux autres tribus aussi. Mais donc maintenant, les Libyes toujours avancé par rapport à voilà, le gouvernement, le développement des Libyes. Exactement, franchement, c'est une bonne étape pour le Libye. Je pense que l'avenir sera très important pour les peuples égyptiens et les peuples libyens aussi. Parce que normalement, maintenant, on peut savoir comment ça fonctionne les politiques là-bas en Libye. Et toujours, il y a l'Égypte qui donne un coup de main dans les autres tribus pour avancer de leurs problèmes. Bon, le plan de la reconstruction de la Libye maintenant, par quoi il va commencer? Je pense que par rapport à la Libye, il faut toujours faire de confiance pour les nouveaux premiers ministres. Il faut aussi faire des avancées un petit peu par rapport aux chemins de la démocratie chez eux. Normalement, il faut aussi savoir le chemin, le plus rapide possible qui pour avancer à l'avenir. Voilà, il ne faut pas rester sur le seul point. Il faut mettre d'accord avec l'Égypte, bien sûr, parce que normalement, l'Égypte, elle donne toujours un coup de main pour les Libyes. Et en plus, il faut regarder les vies qui sont autour de eux, en fait. Normalement, c'est mon point de vue, mais je pense que Libye, il faut avancer de tout le chemin de démocratie pour bien établir les situations chez eux et pour commencer à créer grand plus. À part l'Égypte, quels sont les autres pays qui sont vraiment bien impliqués dans le dossier libyen? Ah oui, en fait, c'est vraiment dur. Je trouve que c'est vraiment très dur, relation entre la Turquie et la Libye maintenant. C'est vraiment, c'est dur pour régler ce problème, parce que normalement, la Turquie toujours cherche le problème pour les autres pays, même pour la France, pour toute l'Europe. Franchement, il faut éviter tout ça. Il faut être, main à main, toutes les biens pour avancer. Mais ça, c'est mon point de vue aussi. Bon, pour la feuille de route libyenne maintenant, qu'est-ce qui est prévu? Pardon? Pour la feuille de route libyenne, qu'est-ce qui est prévu dans un futur proche? Oui, mais en fait, on peut dire que... Oui. Pardon, je vous entends mal, désolée, en fait. Pardon? Je vous entends mal, en fait, oui. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu
pour le futur proche en Libye maintenant. Oui, ça a suivi par rapport les relations internationales pour Libye. Il faut avancer, il faut jouer le rôle de faire de bonnes relations avec tout le monde entier. Je pense aussi il faut, on peut dire, entre guillemets, dégager tout le problème qui est autour de Libye, parce que normalement, toujours, il faut, les peuples, les Libyens, il faut être tous ensemble. Parce que normalement, c'est comme ça, elles vont avancer, elles peuvent aussi faire beaucoup de choses pour leur vie. Parce que normalement, le Turquie est un grand problème pour eux et pour les autres aussi. Mais il ne faut pas faire deux équipes en fait. Il faut être main à main tous ensemble. Voilà. Docteur Jihan Guedou, vous êtes experte en relations internationales. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Et nous revoilà de retour et on va passer à notre deuxième reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un appel téléphonique avec le nouveau président du Conseil libyen. Au cours de l'appel, le président a félicité Mohamed Ali Menfi pour sa sélection en tant que nouveau président du Conseil présidentiel libyen par les membres du Forum du dialogue politique en lui souhaitant plein de succès dans l'exercice de son nouveau poste. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué le 10 février dernier un appel téléphonique avec le nouveau président du Conseil libyen, au cours de laquelle M. el-Sisi a félicité Mohamed el-Menfi pour sa sélection en tant que nouveau président du Conseil présidentiel libyen par les membres du Forum de dialogue politique, étant les représentants du peuple libyen, tout en lui souhaitant le plein succès dans l'exercice de son nouveau poste. Le chef de l'État a également exprimé son aspiration que la sélection de la nouvelle direction libyenne représente le début d'une nouvelle ère pour toutes les institutions de l'État libyen de travail en harmonie et d'une manière unifiée, élevant l'intérêt national avant toute considération, tout en cherchant à mettre fin à la division libyenne, étant l'un des obstacles de la dernière phase, et l'État libyen et son peuple frère ont souffert, ainsi que le reste de la région et les pays voisins. Monsieur le Président a également affirmé que l'Égypte poursuivra son soutien et son assistance au profit des frères libyens, que ce soit sur les niveaux économiques, sécuritaires et militaires. De sa part, le nouveau président du Conseil présidentiel libyen a exprimé sa reconnaissance pour les félicitations de Monsieur le Président, affirmant la fierté de la Libye à l'égard des relations fortes, fraternelles avec l'Égypte, affirmant sa volonté de consolider ces relations et de renforcer les cadres de coopération bilatérale dans divers domaines. En plus d'accroître la coordination et la coopération sur diverses questions régionales d'intérêt commun, saluons la contribution efficace et sincère de l'Égypte au règlement de la crise libyenne à divers niveaux politiques, militaires et économiques. Lors de l'appel, les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination et les consultations intensives pour soutenir les efforts des frères libyens afin de diriger la phase de transition au cours de la prochaine période. Et pour parler, je pense qu'il y a un problème dans le son. J'espère que ça va se régler. Bon, on va prendre une petite... Et nous revoilà de retour et on va essayer de reprendre l'appel. J'espère que le problème technique s'est réglé. Et nous avons en ligne Dr Sherif Amir, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Très bien. Donc, docteur, comme on vient de le voir, petit à petit, la Libye se reconstruit politiquement. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Écoutez,
d'abord grâce aux efforts égyptiens qui ont été déployés depuis des années. C'est le fruit du travail de la diplomatie égyptienne et de la médiation du président Abdel Fattah el-Sisi à ne pas pousser les choses vers l'escalade dans ce pays qui est déjà sous les dégâts de 2011. Et nous, en Égypte, on trouve que, bien sûr, la stabilité de ce pays, de la Libye, est pour le profit de la stabilité de toute la région et aussi de notre frontière Est. Alors, le nouveau Premier ministre, Abdelhamid Beba, il a bien fait de venir en Égypte consulter le président Abdel Fattah el-Sisi sur la question. C'est-à-dire que maintenant, il y a une nouvelle vision chez les Libyens. Nos frères en Libye, ils comprennent maintenant que la collaboration avec l'Égypte, c'est le premier pas vers la stabilité et la souveraineté. Mais ça va prendre du temps, bien sûr. C'est un pays qui souffre de l'ingérence turque, qatari, les mercenaires, la crime organisée, les réfugiés qui sortent de chez eux vers l'Europe. Donc, il y a beaucoup à faire, mais c'est un pas très positif en avant. Ben justement, la Turquie, voyant la Libye se reconstruire... Non, j'entends rien là. Oui, la Turquie, voyant la Libye se reconstruire, du moins politiquement, quelle est sa situation? Bien sûr, politiquement, il faut voir, M. Debeba, comment il a la coopération avec les différentes factions en Libye. Il y a un point important que moi je signalais souvent à mes collègues français, c'est qu'il faut comprendre souvent la spécificité de chaque pays au Moyen-Orient. La Libye, c'est un pays tribal. C'est-à-dire que M. Debeba, il est maintenant le responsable pour réunir les chefs des tribus libyens, les chefs des tribus libyens, pour leur convaincre qu'il faut un consensus, il faut comprendre que l'avenir du pays compte sur la solidarité entre les Libyens et les tribus, que la coopération avec un pays comme l'Égypte est beaucoup plus bénéfique que la coopération avec d'autres pays outre-mer, que l'ingérence n'est jamais un point qui peut aider le pays à continuer. C'est-à-dire, le consensus politique, il a un mécanisme spécial pour la Libye. Ce n'est pas la démocratie à l'occidentale, ce n'est pas juste les élections. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a un consensus tribal qui doit se mettre se dessiner. Et c'est-à-dire que le Premier ministre, c'est un chef qui peut réunir toutes les factions. Et ce n'est pas uniquement des factions politiques, il y a aussi factions militaires, malheureusement, parce que les armes sont partout là-bas. Donc un processus politique doit d'abord commencer par une armée unie, une armée nationale qui garantit la sécurité de ce pays, que les militants qui portent encore les armes doivent comprendre qu'il y aura un seul gouvernement. Et après, il y aura après ça un processus politique normal comme dans tous les autres pays. Je répète, ça va prendre du temps, mais je suis optimiste parce que si déjà il commence à travailler avec le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est-à-dire que le Premier ministre là-bas, il demande l'aide de la grande partie, la partie qui veut la stabilité et la souveraineté et la paix pour le peuple libyen. Bon, est-ce qu'on peut dire que les tribus libyennes soient toutes alignées sur la même position? Ou bien il va falloir encore faire des efforts en ce sens? C'est le consensus. C'est-à-dire, déjà les tribus, ils ont deux points très importants chez eux. Et c'est que la première, c'est qu'ils doivent être représentés, c'est-à-dire dans les ministres. Et l'Égypte déjà a eu cette expertise avec le sud du Soudan. Parce qu'on a fait la médiation. Ils avaient le même problème, identique chez eux. Alors on peut les aider, on peut aider les Libyens à trouver le consensus. Parce qu'on a déjà la médiation qu'on avait fait au sud du Soudan.
c'est la même chose, c'est-à-dire la représentation. C'est-à-dire les peuples ou les tribus veulent souvent être représentés dans la prise de décision. La deuxième chose, le deuxième point le plus important, c'est que les tribus libyennes, ils veulent toujours une garantie qu'ils ont pas une autonomie, mais un respect pour leur spécificité. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent avoir les armes chez eux, mais ils ne vont pas les utiliser contre le pays, contre l'autorité centrale, qu'ils ont leur code tribal, par exemple, appliqué. Et le troisième point aussi qui est très important, les richesses. C'est-à-dire les parties où il y a de la richesse naturelle, ils veulent souvent ils considèrent la terre où il y a, par exemple, les puits de pétrole, ils doivent avoir une partie de cette richesse. C'est leur spécificité, le mécanisme tribal est comme ça. Il faut le respecter. L'État central n'est pas nécessairement la bonne idée, mais il faut leur transmettre l'idée que le consensus, que ce soit fédéral, que ce soit quoi que ce soit, mais un consensus, une entente entre les chefs des tribus et le Premier ministre pour leur dire qu'on va travailler ensemble. Vos gains, les atouts que vous avez reçus sont toujours avec vous. Vos enfants seront représentés dans le gouvernement, dans la distribution des ministères. Vos codes internes sont respectés, mais la politique étrangère, la coopération avec l'extérieur, c'est déjà quelque chose à ne pas transiger, parce que déjà c'est le point central pour un gouvernement. Donc c'est une affaire de politique interne. Chaque pays, même en Europe, regardez par exemple en Suisse, il y a les cantons, c'est-à-dire qu'il y a un système fédéral qui unit chaque canton et sous un même drapeau pour un seul pays. On fera la même chose, mais des tribus qui vont se réunir et vont dire que nous, on va présenter des candidats de chez nous pour qu'ils soient représentés dans les ministères, dans la prise de décision. Et après ça, le Premier ministre sera le représentant qui, à l'unanimité, sera le représentant du pays pour l'extérieur. Quels sont les plus grands défis auxquels la Libye fait face actuellement? Les mercenaires, tout simple. C'est les mercenaires, les armes. Les armes, c'est un désastre pour toute la région, pas seulement pour la Libye. Malheureusement, en 2011, à l'époque du Kadhafi, la France même, sous le mandat du président Sarkozy, ils ont envoyé des armes sophistiquées pour la Libye et malheureusement c'est tombé dans la main de certains militants qui n'étaient pas même des Libyens et qui ont fait la guerre qu'on a vue devant nos yeux, le sang qui a coulé, les bâtiments détruits, l'infrastructure détruite, réduite aux cendres. On a vu tout ça dans les médias devant nos yeux. Donc, d'abord, la Libye doit se débarrasser des mercenaires qui ont été envoyés par Erdogan, les mercenaires financés par le Qatar. Il faut comprendre que c'est essentiel à ne pas travailler avec ces gens. Et c'est ça l'Égypte a soigné, à transmettre pour même le gouvernement Sarraj avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre vous. Il ne faut pas prendre les factions libyennes et les partager, certaines pour l'Égypte et d'autres pour d'autres pays. Non, l'Égypte a pris la décision que quoi que ce soit la décision du peuple libyen, ça doit être respecté à une seule condition, que ce ne soit pas sous l'influence de l'ingérence extérieure. Et l'arme qui est dans les mains des militants et des militants qui ne sont pas libyens, ces militants doivent être désarmés et expulsés de la Libye. Donc le premier pas, le premier défi, c'est de dire à ces mercenaires, ça suffit, il faut quitter ce pays, et sinon, ça sera une opération militaire de nettoyage pour arrêter la destruction de ce pays. Oui, mais comment la Libye va faire pour se débarrasser de ces mercenaires, alors que vous dites que l'une des caractéristiques justement de la Libye, c'est la diversité... Oui, là vous m'entendez ou pas, hein? Non, là je vous entends. Vous m'entendez plus, là?
Là c'est oui. Ah, là c'est mieux, ok. Bon, alors comment la Libye va-t-elle faire pour se débarrasser de ces mercenaires, alors que vous avez dit que l'une des caractéristiques de la Libye était justement la diversité de ses tribus et qu'il fallait accorder à chaque tribu son statut, y compris, bien entendu, le fait que le droit de conserver les armes. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question, mais il y a un petit détail. Vous avez parlé des tribus libyennes. Moi, je parle des mercenaires qui sont des étrangers, des Syriens qu'on a vus devant nous dans les médias, qui ont été transférés de la Syrie vers la Libye dernièrement. On l'a vu, c'était sur toutes les chaînes. Et il y avait à un certain moment des mercenaires d'autres pays, et de l'Irak, d'autres pays, des Afghans. C'était une guerre d'acharnement et personne ne savait qui était avec quelle faction. Ce n'était pas une guerre tribale, c'était une ingérence extérieure. Donc lorsque je parle des armes et je parle des mercenaires, je parle des gens qui ne sont pas libyens, qui n'ont rien à faire avec les tribus libyennes, et qui portent les armes et qui sont financés. Alors pour répondre à votre question, comment arrêter ces mercenaires? C'est tout simplement le financement. Il faut que tous les liens de financement soient coupés. Et je crois que ce sera déjà le rôle de l'Égypte, parce que pourquoi le rôle de l'Égypte? Parce que déjà, c'est une guerre de renseignement. La guerre contre le terrorisme, c'est une guerre de renseignement. Je crois qu'on peut fournir l'expertise et l'information de coopération, comme on coopère avec l'Union européenne, avec nos partenaires là-bas. Je crois qu'on a la même chose à donner pour la Libye, à leur fournir les informations qui financent quoi, comment et comment combattre tout ce financement. Le moment où il y aura les vins, c'est-à-dire les vins sanguins qui coulent, l'argent qui coule pour les mercenaires sera arrêté. Par exemple, on a vu des mercenaires syriens qui ont été arrêtés en Libye et qui disaient on recevait $2000 pour l'opération. C'est-à-dire que c'est l'argent. Alors, le moment où on peut couper le financement, tout sera réglé. Parce qu'un mercenaire ne travaille pas comme ça pour un cause. Il travaille uniquement pour l'argent. Alors, je crois que si on va fermer ou boucher ces sources, déjà avec les renseignements, à contrôler déjà les voies maritimes, c'est-à-dire la présence égyptienne de notre force navale, elle est superbe, elle est présente en Méditerranée. Nous avons une coopération aussi avec les Italiens, avec les Français, avec les Grecs, avec les Chypriotes. Donc on peut faire barrage maritime déjà à toute arrivée des bateaux, que ce soit turcs ou d'autres, qui portent l'arme, qui portent l'argent. Donc on va arrêter tout ça. Donc c'est une coopération régionale du bassin méditerranéen, mais ça va être, ça dépend aussi de la volonté intérieure libyenne à ne pas mêler certains qui travaillaient pour la Turquie ou d'autres. C'est-à-dire que ce soit tout le monde pour la Libye, pour la cause libyenne, et que ces mercenaires qui ne sont pas libyens, qu'ils quittent le pays avec leurs armes ou leurs armes sera confisquées. Et pour répondre à la question des tribus, comme je disais, qui garantit, les tribus, ils savent les règles et leurs codes. C'est-à-dire, s'ils gardent des armes, ils les gardent pour eux. C'est leur tradition, c'est la tradition tribale. Mais un mercenaire, il n'a pas de tradition, il n'a pas de code, il ne respecte rien. Il peut tuer n'importe qui pour l'argent. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais nous avons vu, durant, bien entendu, ces années de conflit en Libye, plusieurs partis libyens s'opposer entre eux, c'est-à-dire des conflits internes. Certainement que quelques-uns de ces partis étaient liés à ces mercenaires. Prenons l'exemple du Liban. C'était la même chose. Jusqu'à il y a eu les accords d'Al-Taïf en 1990, et tout a été réglé.
chacun était financé par un pays, certains pour l'Iran, d'autres par l'Irak, d'autres par la Syrie, alors certains par la Libye de Kadhafi. C'est-à-dire, c'était un système ou une guerre que chacun travaillait, une faction libanaise qui travaillait pour une force externe. C'est pareil, oui, c'est arrivé déjà. Mais je crois le moment où il y aura un consensus, il y aura le Premier ministre Dbeba qui va commencer à parler avec l'Égypte, qui va demander qu'on coopère. Peut-être il y aura une réunion au Caire, pourquoi pas, et que ça sera comme à l'instar des accords de Taïf. Et toutes les factions qui ont travaillé avec d'autres forces externes vont dire on va ouvrir une nouvelle page et on va décider qu'il faut travailler ensemble pour la construction de la Libye. Mais là, il y a toujours un obstacle, c'est l'obstacle de la Turquie, qu'on ne sait pas comment ça va résoudre. Parce que ceux qui ont travaillé avec Ankara ou avec Erdogan vont décider d'abandonner cette coopération. Ça, c'est un point d'interrogation très important. Mais est-ce que c'est possible de le faire? Mais bien sûr, c'est possible. On l'a vu déjà au Liban. Alors pourquoi pas ne pas l'appliquer en Libye? Parce que la Libye, il y a aussi un enjeu de la richesse pétrolière. Donc, si jamais on va leur dire, toutes ces factions, écoutez, la richesse nationale sera distribuée entre vous, à condition que vous allez tous couper les liens avec les forces extérieures, peut-être ça va être suffisant pour eux. Parce que qui coopère avec une force externe à son pays, c'est toujours pour l'argent. Alors je crois que ceux qui ont travaillé avec la Turquie ou d'autres pays là-bas, peut-être ils vont comprendre que là, la richesse de la Libye sera pour eux, sera distribuée d'une façon égale, et ils vont abandonner le projet turc. Voilà. Oui, mais vous dites que les financements sont étrangers. Donc même si les richesses de la Libye sont réparties entre Libyens, quel sera l'intérêt de ces entités étrangères? Les entités étrangères, je parle des entités étrangères nuisibles à l'avenir de la Libye. Je précise que c'est la Turquie. Parce qu'on l'a vu, ils l'ont dit clairement, qu'ils vont envoyer des armes, envoyer des experts militaires turcs qui vont... L'ingérence est claire et nette. Il n'y a pas une discussion là-dessus. Donc c'est ça uniquement. Mais je crois que nos amis français, nos partenaires italiens, nos amis chypriotes, nos amis grecs, même les voisins, la Tunisie, l'Algérie, ils ne veulent pas voir une escalade, ils veulent voir le sang qui coule s'arrêter immédiatement. Je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi, avec son charisme et sa force de convaincre, il va donner un message très solide, très clair dans cette région, que ça suffit cette destruction et qu'il faut comprendre que la stabilité de la Libye, c'est la stabilité du bassin du Méditerranée. C'est-à-dire, est-ce que les entités étrangères vont profiter de l'argent? Ils vont recevoir des mercenaires, ils vont avoir de l'infiltration vers l'Europe des terroristes, des migrations clandestines, et ça ne sera pas la paix pour eux. Alors, je crois qu'il y a un intérêt commun. Et le président Abdel Fattah el-Sisi l'a signalé à plusieurs reprises, nous sommes pour la paix, la stabilité, parce que ce n'est pas l'intérêt de l'Égypte uniquement, non, c'est l'intérêt de toute cette région. Et je crois que maintenant, c'est très clair, qui veut la paix et qui veut la destruction. Docteur Cherif Amir, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. إن مصر تدخلها لحماية ليبيا وأهلها تدخلا مشروعا لصد الاستعمار والمستعمرين. إن تنتصروا بنا فسننصركم. إن تنتصروا بنا فسننصركم.
Et on va terminer à présent par le portrait du Premier ministre libyen. Rappelons que, bien entendu, la Libye vient d'avoir un nouveau Premier ministre qui est Abdelhamid Dbeiba, qui a été désigné Premier ministre transitoire aux côtés de 3 membres formant un conseil présidentiel. Il devra reconstruire politiquement la Libye. Cette équipe de 4 nouveaux responsables aura la lourde tâche de réunir un pays bien en morceaux. On va donc voir ce reportage et on vous laisse avec ce reportage. Et on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Voyons ensemble. Abdelhamid Dbeiba a été désigné Premier ministre transitoire libyen. Aux côtés de 3 membres formant un conseil présidentiel, il devra reconstruire politiquement la Libye. Ils auront la lourde tâche de réunifier un pays en morceaux. L'équipe de 4 nouveaux responsables de l'exécutif libyen, le nouveau Premier ministre de la Libye, Abdelhamid Dbeiba, un ingénieur de formation originaire de la puissante ville de Misrata, ancien président de la compagnie libyenne d'investissement et de développement sous Kadhafi. Il remplacera donc le chef du gouvernement d'union nationale, Faiz El-Sarraj, qui occupait le poste depuis 5 ans. Le conseil présidentiel sera lui composé de Mohamed Younes Memfi, président, Abdullah El-Lafi, vice-président, et Moussa El-Kouni, vice-président. Leur liste est composée des poids lourds de la politique libyenne, qui sont le président du Parlement, Aqila Saleh, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachara, et le général Oussama El-Jouaili. Pour préparer les élections de décembre prochain, comme le prévoit son mandat, Abdelhamid Dbeiba aura la lourde tâche de réunifier les institutions d'un pays déchiré à tous les niveaux. Leur acceptation sera une étape déterminante. Le nouvel exécutif doit commencer par obtenir la confiance du Parlement. Le nouveau gouvernement devrait résoudre les problèmes quotidiens des Libyens, qui sont le chômage et les intempestives coupures d'électricité. Certes, il a déjà présenté un programme ambitieux pour une période intérimaire d'à peine 10 mois.